Bonjour tout le monde, à toutes celles et ceux qui viennent d'arriver. On vous propose d'attendre encore 1 ou 2 minutes, le temps de laisser arriver les derniers, les dernières, et puis on démarrera ce webinaire. Il se déroulera en 3 parties. Une première partie par Julie Jézéchiel du Défenseur du droit, qui vous parlera des discriminations, des stéréotypes, des préjugés pour vous permettre de mieux les identifier et donc mieux lutter contre. Une deuxième partie sur les outils à disposition pour rendre nos pratiques associatives plus inclusives. Donc là, on vous présentera l'Inclusive Score par Sarah Bilot qui représentera le mouvement associatif et je vous parlerai de la formation des bénévoles. Et puis une troisième partie d'échanges, de discussions, de questions, d'interrogations, d'échanges libres en tout cas avec les intervenantes. Donc, comme je disais, 2 intervenantes sur cette heure et demie qu'on va passer ensemble. Julie Jézéchiel, donc chargée de mission pour le Défenseur des droits de Nouvelle-Aquitaine, et Sarah Bilot, qui est déléguée générale d'AnimaFac, membre de la commission engagement du mouvement associatif national. Mais je vais laisser ces 2 personnes se présenter elles-mêmes lors de leurs interventions. Donc, bonjour à toutes et à tous. Je suis Julie Jézéchiel, donc chargée de mission lutte contre la discrimination et accès aux droits au pôle régional Nouvelle-Aquitaine du Défenseur des droits. Et je serai accompagnée pour cette intervention d'Anna Solacrou, qui est stagiaire au sein du pôle. Alors, bon, vous l'avez vu là, le PowerPoint s'intitule L'action du Défenseur des droits en matière de lutte contre la discrimination. Bien évidemment, on ne va pas se focaliser uniquement là-dessus, mais on va aborder toutes les questions en lien avec les discriminations, les stéréotypes et les préjugés. Donc, en fait, qu'est-ce qu'une discrimination et comment est-ce que potentiellement des comportements discriminatoires euh, peuvent être, euh, peuvent se retrouver au sein d'organisations du milieu associatif. Mais avant toute chose, je pense qu'il est important qu'on vous explique qui on est, parce que le Défenseur des droits, c'est une institution qui n'est pas toujours très bien connue et qui peut être une ressource aussi pour vous, soit en tant que bénévole, salarié d'une association, dans le cadre de votre activité, mais aussi et surtout si jamais vous êtes confronté à des comportements discriminatoires dans le cadre de la gouvernance de votre association. Alors, qui est le Défenseur des droits? Euh, je serai assez rapide sur ce volet-là, donc n'hésitez pas à nous poser des questions si jamais j'ai été trop rapide ou si ça n'a pas été assez clair. Le Défenseur des droits, c'est une autorité administrative indépendante. Le statut de cette institution est inscrit dans la Constitution. Elle a été créée en 2008 et elle a rassemblé en fait plusieurs autorités administratives indépendantes que vous connaissez peut-être mieux, qui vous parleront plus, à savoir le médiateur de la République, le défenseur des enfants, la Haute Autorité de lutte contre la discrimination et pour l'égalité, la HALD, et la Commission nationale de déontologie de la sécurité. Donc, créé en 2008 avec le défenseur des droits qui succède à ces 4 autorités administratives indépendantes qui avaient toutes un champ de compétences spécifique et qu'on va retrouver au sein de l'institution du défenseur des droits. Effectivement, l'institution va être compétente pour intervenir dans 5 domaines de compétences. Donc, la défense des droits des usagers des services publics, le respect de la déontologie des personnes exerçant des activités de sécurité, l'orientation et la protection des lanceurs d'alerte. Ça, c'est une mission qu'on a récupérée en 2016, en fait, qui n'était pas un domaine de compétences que l'institution avait à l'origine. Et puis, la défense des droits de l'enfant, de l'intérêt supérieur de l'enfant, et la lutte contre les discriminations et la promotion de l'égalité que nous avons donc hérité de la HALB. Ces 5 domaines de compétences, on va intervenir de 2 manières différentes. On a 2 moyens d'action. D'une part, assurer la protection des droits. Donc, ça passe par le traitement de réclamations de personnes qui vont saisir l'institution, mais également promouvoir l'égalité et l'accès aux droits. Et donc là, ça passe par la rédaction de rapports, de guides, par le fait de mener des études en partenariat avec certaines organisations, etc. Et toute cette documentation est évidemment accessible sur le site du Défenseur des droits. Vous avez évidemment des sujets qui peuvent être transversaux. Par exemple, sur la lutte contre la discrimination, on peut aussi avoir le volet respect de la déontologie des forces exerçant des activités de sécurité par rapport au thème, par exemple, des contrôles d'identité discriminatoire. Alors, donc je vous le disais, le Défenseur des droits est une institution qui est indépendante. Le Défenseur des droits désigne à la fois l'institution et la personne qui la dirige. Donc là, on parle de défenseur des droits et non pas de défenseuse comme on a pu l'entendre parfois.
ce défenseur des droits, la défenseur des droits, est nommée par le président de la République pour un mandat de 6 ans. C'est un mandat qui est irrévocable et qui n'est pas renouvelable. Et bien évidemment, c'est une des garanties de l'indépendance de l'institution. Donc, le défenseur ne va recevoir aucune instruction dans le cadre de l'exercice de ses attributions. Et comme je vous le disais, aujourd'hui, on a une défenseure. Elle est là depuis le 22 juillet 2020. Il s'agit de Claire Hédon. Et elle a succédé à l'ancien défenseur qui était Jacques Toubon et que vous devez certainement aussi connaître. Alors, la défenseure des droits n'est pas seule pour exercer ses missions. Elle va être assistée par 4 adjoints, à savoir Éric Delemare, qui est défenseur des enfants, Georges Paul-Angevin, qui est en charge de la lutte contre la discrimination et de la promotion de l'égalité, Pauline Caby, qui est vice-présidente du collège chargée de la déontologie dans le domaine de la sécurité, et Cécile Barouat de Sarigny, qui va être en charge des questions relatives aux lanceurs d'alerte. Ces 4, en tout cas les 3 premiers adjoints, sont en charge des domaines de compétences qui sont les anciens domaines de compétences des institutions précédentes. Et puis, vous avez également un délégué général à la médiation, Daniel Agazinski. Donc, rapidement, comment est-ce que l'institution est structurée? Vous avez un siège qui est à Paris et qui regroupe 231 agents. Et vous avez également 18 agents en région. Les 18 agents en région, ce sont les agents des pôles régionaux. Les pôles régionaux, et j'en parlerai un petit peu plus tard, tout de suite après, ce sont des agents qui ont été qui coordonnent en fait les délégués au niveau régional, et ce sont des pôles qui ont été créés assez récemment. Ils ont un petit peu plus de 3 ans. Vous avez également des délégués sur l'ensemble du territoire. Ils sont plus de 570 et ces délégués peuvent intervenir sous l'angle de la médiation. Ils tiennent des permanences dans des points d'accueil physiques. Et donc, ils sont en capacité d'accueillir, de recevoir les réclamants qui souhaiteraient saisir l'institution. Et c'est un élément, je pense, qui est extrêmement important pour vous dans la mesure où ces points d'accueil sont vraiment répartis sur l'ensemble du territoire. Vous pouvez trouver les lieux de permanence sur le site du défenseur des droits en tapant le numéro de département, et ça vous permet, vous, de trouver le délégué à proximité de votre domicile ou de votre structure. Alors, brièvement, le défenseur des droits, quelle est son activité, quel est son nombre de saisines, quels sont les domaines de compétences qui accaparent le plus de son temps. Alors aujourd'hui, on a une augmentation significative des saisines. On reçoit 125 456 réclamations, informations et orientations par an. Et comme vous pouvez le constater, au niveau des domaines de compétences, c'est les relations avec les services publics qui nous occupent principalement. Donc en 2022, on avait 82 202 réclamations en matière de services publics. Pour la lutte contre la discrimination, on a reçu uniquement, enfin, je dis uniquement, parce que quand on compare ça avec les réclamations relatives aux relations avec les services publics, c'est très peu. 6 545 réclamations en lien avec la lutte contre la discrimination. Donc, vous pouvez constater avec ces chiffres qu'en fait, il y a un véritable enjeu à communiquer, sensibiliser autour de la question des discriminations, parce qu'on est très peu saisi et parce que bien souvent, en fait, les gens n'ont pas le sentiment de vivre en fait des comportements discriminatoires ou même, et ça c'est l'autre versant, d'avoir des comportements discriminatoires. Donc, on a malgré tout une augmentation de 2% des saisines en matière de lutte contre la discrimination entre 2021 et 2022. Est-ce que sur cette présentation un peu générale du défenseur, vous avez des questions, ou est-ce que je peux passer à la présentation plus précise de ce qu'est le pôle régional et de la manière dont on fonctionne, nous, au niveau de la Nouvelle-Aquitaine, puisqu'on on intervient dans le cadre du webinaire Mouvement associatif Nouvelle-Aquitaine, donc je pense que c'est important que je vous explique ce volet-là aussi. Alors pour le moment, il n'y a pas de questions dans le chat, mais je vous les transmets s'il en arrive. Ok, très bien, merci. Alors, je vous le disais, en fait, l'institution, elle est structurée avec un siège qui est à Paris et qui va être plus particulièrement en charge, en tout cas au niveau de la protection des droits, du traitement des réclamations dans le cadre soit de médiation, soit d'instruction beaucoup plus poussée qui nécessite la mise en œuvre de pouvoirs dont seul le siège peut s'emparer. Et puis, vous avez les pôles régionaux qui ont été créés il y a un peu plus de 3 ans. Le pôle régional Nouvelle-Aquitaine, il est à Bordeaux et il est composé, alors pôle, c'est d'un grand mot, hein, au vu du nombre
de personnes qui le composent, mais d'Amélie Guibert, qui est chef de pôle régional, et donc de moi-même. Je suis arrivée en septembre au pôle, et j'étais avant cela au siège, qui suis chargée de mission en charge de la lutte contre les discriminations et accès au droit, plus un ou une stagiaire, donc là, Anna, qui malheureusement nous quitte à la fin du mois. Le pôle régional, il a vocation à animer, coordonner, appuyer sur le plan juridique le réseau de délégués. Comme je vous le disais, ils sont extrêmement nombreux sur l'ensemble du territoire. En Nouvelle-Aquitaine, on a 37 délégués qui peuvent avoir des spécificités. Donc, par exemple, on va avoir 9 délégués qui sont référents handicap, 2 délégués référents discrimination. Donc, cela signifie qu'en fait, ces délégués vont être des personnes ressources sur ces thématiques particulières. 2 référents déontologie de la sécurité. Ce sont des délégués qui vont pouvoir intervenir auprès, par exemple, des commissariats ou des gendarmeries dans le cadre de refus de plainte ou de propos déplacés. Et puis, on a aussi 3 référents enfants qui, comme je vous le disais, vont aussi être des personnes ressources dans le domaine de l'intérêt supérieur de l'enfant. Donc, nous, on travaille vraiment avec ces délégués qui tiennent tous des permanences dans des lieux en Nouvelle-Aquitaine et qui accueillent du public. Ces lieux de permanence, ils sont divers et variés. Ils peuvent très bien être en maison de justice et du droit, en point de justice, en CCAS, en préfecture, dans les associations de quartier. Ils sont également en établissement pénitentiaire et vous pouvez très facilement les rencontrer pour faire état d'une situation dont vous seriez victime ou dont vous seriez témoin, sachant que quoi qu'il arrive, et même si nous sommes saisis par une association qui est spécialisée en matière de lutte contre la discrimination, on sera obligé d'avoir l'assentiment de la personne pour pouvoir intervenir. Alors, je vous ai mis cette slide-là parce que je la trouvais intéressante au regard de la répartition des pouvoirs au niveau de l'institution. Il faut bien avoir à l'esprit que le délégué du défenseur des droits va intervenir uniquement en médiation. Donc, lui, l'idée, ça va vraiment être de recréer du lien et de permettre un échange par rapport à une situation particulière. Là où le siège, lui, va pouvoir également faire de la médiation, mais va avoir des pouvoirs beaucoup plus contraignants comme le fait de pouvoir faire des vérifications sur place, réaliser des auditions, demander des informations et éventuellement mettre en demeure si ces informations ou ces explications ne sont pas produites, procéder à des testings dans le domaine de la lutte contre la discrimination, faire des recommandations à l'issue d'instructions dans le cadre de décisions, demander éventuellement des sanctions. Je pense notamment aux instructions qui sont faites dans le cadre de la déontologie de la sécurité, s'il est considéré, enfin, si l'instruction permet de déterminer qu'un agent n'a pas respecté la déontologie de la sécurité. Et puis, on a aussi la possibilité de faire des observations en justice à l'issue d'une instruction. Et c'est quelque chose, en tout cas, c'est un pouvoir qui est souvent et régulièrement mis en œuvre dans le cadre du domaine de la lutte contre les discriminations. Donc voilà, deux modes de fonctionnement qui sont assez différents. Donc sur les territoires au niveau local, on est vraiment sur de la médiation. Et cela peut avoir un intérêt notamment par rapport à des comportements discriminatoires qui pourraient être vécus au sein d'une association, parce que ça permet d'avoir une intervention qui est assez rapide et qui peut éventuellement, pas toujours, mais mettre un terme en fait à une situation qui est problématique. Alors, on va arriver sur le vif du sujet, en tout cas ce qui vous intéresse aujourd'hui, à savoir qu'est-ce qu'une discrimination et pourquoi est-ce qu'on va rencontrer des comportements discriminatoires et comment est-ce qu'on va faire pour essayer de les éviter. Alors, bien évidemment, déjà, la première chose, c'est d'être au fait de ce qu'est un comportement discriminatoire pour pouvoir y remédier. Alors, nous, au niveau du défenseur des droits, on va intervenir uniquement lorsqu'on va avoir un faisceau d'indices qui va laisser présumer l'existence d'une discrimination. Donc, on se focalise vraiment sur la définition juridique de la discrimination parce que vous pouvez trouver d'autres types de définitions et ça, Anna vous en parlera. On parle par exemple parfois de discrimination ressentie, mais une discrimination ressentie n'est pas nécessairement une discrimination au sens juridique du terme. Donc, je vais vraiment me focaliser sur ce volet-là pour qu'on comprenne de quoi est composée une discrimination et puis ensuite, Anna vous expliquera en fait ce qui nourrit ces discriminations et ce contre quoi il faut aussi lutter, quelles sont les idées à déconstruire pour justement éviter de se retrouver confronté à ce type de comportement et surtout interroger nos pratiques, vos pratiques au sein des gouvernances des associations. Donc, une discrimination, elle va être caractérisée par 3 éléments. La première chose, c'est qu'on va avoir un traitement qui va être moins favorable
ou défavorable vis-à-vis d'une personne qui se trouve dans une situation comparable à une autre personne. Donc, on a deux personnes qui sont dans une situation qui est comparable et elles doivent être traitées de manière identique. Et l'existence d'un traitement moins favorable ou défavorable est déjà un élément à prendre en compte dans le cadre de l'existence éventuelle d'une discrimination. Ce traitement moins favorable, il va se faire en raison d'un critère. Ce critère, il peut être les critères qui sont définis par la loi en matière de discrimination, ils sont assez nombreux puisqu'aujourd'hui, on en compte 26. On a ajouté le dernier critère en date est en lien avec la qualité de lanceur d'alerte. Je vais vous montrer la liste des critères qui est juste après et je reviendrai ensuite au domaine de discrimination. Donc voilà, au niveau des critères de discrimination, on a l'origine réelle ou supposée, le sexe, le handicap, l'âge, l'orientation sexuelle, l'identité de genre, l'apparence physique, les caractéristiques génétiques. Je ne vais pas tous les lire, mais je pense que ceux qui peuvent vous intéresser principalement, ce sont ceux de l'origine, du handicap, de l'âge, peut-être de l'apparence physique, et puis celui du sexe, éventuellement les opinions politiques. Au niveau de vos structures, de vos associations, alors nous, au niveau du défenseur des droits, moi, j'ai pas identifié en fait de situation en lien avec des comportements discriminatoires qui auraient eu lieu au sein d'une association. En revanche, j'ai trouvé d'autres exemples, notamment un qui concerne une discrimination en raison des opinions politiques, pour illustrer un petit peu en fait les critères qui peuvent éventuellement être problématique. Par exemple, c'est une situation qui avait été jugée par la première chancelière de la Cour de cassation en 2015, une discrimination en raison des opinions politiques. C'était un refus opposé à une demande d'adhésion qui avait été jugée discriminatoire parce qu'elle avait été motivée par l'orientation politique du demandeur. Donc là, en l'occurrence, c'était une association de défense des droits des militaires qui avait souhaité adhérer à l'association des journalistes de la défense et le bureau de cette association avait décidé de ne pas donner suite à cette demande au motif qu'elle présentait un caractère politique trop marqué pour l'association qui fédère les journalistes professionnels et communicants de la défense. Et donc là, on avait considéré que ce refus d'adhésion était discriminatoire. Autre élément qui peut être éventuellement questionné, c'est en fait la place qu'occupent les femmes au sein des associations en tant qu'adhérentes, salariées, bénévoles ou dirigeantes. On se rend compte qu'il y a des places différenciées pour les femmes et d'ailleurs il y a des études qui ont été réalisées en 2005-2006. Alors les études sont pas très nombreuses, mais en tout cas celles-ci avaient permis de constater que s'agissant des dirigeants bénévoles et en particulier des postes de président, trésorier et secrétaire, en fait, on avait simplement 31% des présidents qui étaient des femmes. Et puis ensuite, on les retrouvait au poste de trésorière et on les retrouvait davantage au poste de secrétaire. Voilà. Donc la question des inégalités hommes-femmes et des comportements discriminatoires en raison du sexe peut éventuellement se poser. Et puis, autre situation éventuellement à laquelle on peut être vigilant, c'est par exemple l'existence de statuts qui prévoirait l'accès à des postes, en tout cas des fonctions à responsabilité pour des personnes qui auraient par exemple moins de 65 ans. Ça, typiquement, c'est une discrimination en raison de l'âge. Voilà pour les critères de discrimination. Bien évidemment, le PowerPoint vous sera communiqué par Marine Boudeville, hein, donc vous aurez tous les éléments qui sont évoqués et je peux éventuellement même rajouter des liens si certains sujets ou certaines décisions vous intéressent plus que d'autres pour que vous puissiez y avoir accès ensuite. Alors, donc je vous le disais, 3 éléments cumulatifs, donc le traitement moins favorable, le critère, donc l'ensemble des critères que l'on vient de voir, et puis donc un domaine qui va être prévu par la loi. Parmi les domaines prévus par la loi, on peut différencier le cadre professionnel qui peut vous concerner au sein de vos structures, notamment pour les personnes qui seraient salariées au sein des associations. Donc, on peut retrouver ces comportements dans le cadre du recrutement, dans le cadre des conditions de travail, du montant de la rémunération, de l'accès à la formation et puis également du licenciement. Et on a plus généralement aussi donc le domaine des biens de l'accès aux biens ou à un service, qu'il soit public ou privé. Donc, typiquement, le logement, l'éducation, l'accès à un bâtiment public ou privé. Voilà. Donc, ce sont des domaines prévus par la loi. Et pour que la discrimination au sens juridique du terme existe, il faut que ces 3 éléments soient cumulés.
Alors, il y a des exceptions. Par exemple, si un traitement différencié est prévu par la loi, dans ce cas, on ne pourra pas parler de discrimination et ce sera quelque chose qu'il faudra vérifier. Est-ce que cette différence de traitement est déterminée par la loi ou est-ce que cette différence de traitement est justifiée de manière objective? Alors, s'agissant de la discrimination peut-être la plus facile à identifier, c'est la discrimination directe, mais il y a différentes formes de discrimination qui existent. Alors, je vais les reprendre rapidement. Bien évidemment, les définitions que je vous donne ne sont pas du tout exhaustives et parfois les concepts peuvent être un peu plus complexes que ce que je vais vous indiquer là, mais l'idée, c'est de pas passer 1 heure et demie à vous parler de ces formes de discrimination puisque c'est pas le temps qui nous est imparti, mais voilà, de vous donner une vue d'ensemble de ce qu'elles peuvent être. Donc, discrimination directe, discrimination indirecte. Une discrimination indirecte, qu'est-ce que c'est? Une discrimination indirecte, ça va être une disposition, un critère ou une pratique qui, en fait, va apparaître comme étant neutre. C'est-à-dire que, comme ça, d'instinct, on considérera qu'elle n'est pas discriminatoire. Mais en fait, c'est une pratique qui va être susceptible d'entraîner un désavantage particulier pour une personne ou pour un groupe de personnes en raison d'un critère prohibé, donc d'un des critères que l'on a évoqué tout à l'heure, prévu par la loi, par rapport à d'autres personnes. Donc, comme je vous le disais, les seules exceptions à cela, c'est si cette pratique, ce critère ou cette disposition est objectivement justifiée et qu'elle poursuit un objectif légitime et que les moyens en fait de réaliser l'objectif vont être nécessaires et proportionnés. Donc ça, c'est pour la discrimination indirecte. Pour ce qui est de la discrimination systémique, là, je vais me baser sur la définition qui figure sur le site du Conseil de l'Europe. La discrimination systémique, en fait, elle va impliquer les procédures, les habitudes et une forme d'organisation au sein d'une structure qui souvent, sans que ce soit intentionnel, vont contribuer à des résultats moins favorables pour les groupes minoritaires par rapport à la majorité de la population. Donc, et ça peut évidemment se retrouver au niveau des politiques, des programmes, de l'emploi et des services de l'organisation. C'est une discrimination qui généralement n'est pas délibérée, mais elle va être ancrée dans la manière dont les organisations mènent leurs activités au quotidien. Donc en fait, c'est quelque chose qu'on ne peut pas combattre de manière ponctuelle, mais qu'il faut faire avec une attention particulièrement soutenue et qui va impliquer du coup un questionnement vraiment des pratiques quotidiennes. S'agissant des discriminations intersectionnelles, alors c'est une notion qui va recouvrir plusieurs types de discrimination. Elle n'est pas définie en droit français, mais elle commence à émerger en droit européen et en droit international du travail. Je vous donne simplement un exemple de discrimination intersectionnelle qui vous permettra peut-être de saisir un peu l'idée. La discrimination multicritère, par exemple. Donc, c'est une discrimination qui se fonde non pas sur un critère, mais sur plusieurs critères. Elle porte un nom différent en fonction que ces critères vont interagir et créer un autre type de discrimination, etc. Mais je ne vais pas rentrer dans le détail. En tout cas, vous pouvez retenir le fait que il peut exister des discriminations qui vont se fonder sur plusieurs critères qui peuvent ou non interagir entre eux. Vous avez également une diversité de comportements discriminatoires. Le harcèlement discriminatoire, par exemple, ou le harcèlement sexuel sont des comportements discriminatoires. Donc, le harcèlement discriminatoire se définit comme cela. Ça peut être un acte qui va être unique ou des agissements qui sont répétés et qui vont avoir pour effet de dégrader des conditions de travail et qui vont être susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité, d'altérer la santé physique ou mentale ou de compromettre l'avenir professionnel de la personne. Et donc, en fait, c'est un harcèlement moral qui devient discriminatoire parce qu'il se fonde sur un des critères qui est prohibé par la loi. Par exemple, le harcèlement discriminatoire en raison de l'origine. S'agissant des mesures de... Je passe sur le harcèlement sexuel parce que je pense que c'est clair pour tout le monde. Je pense que le harcèlement discriminatoire en tant que tel était peut-être moins évident. Pour ce qui est des mesures de rétorsion, donc en fait, les mesures de rétorsion, ce sont les mesures de représailles à l'encontre d'une personne qui aurait témoigné de bonne foi d'un agissement discriminatoire. Et donc, en fait, on ne peut pas prendre, c'est le principe qu'on ne peut pas prendre de décision défavorable à l'encontre d'une personne qui aurait dénoncé ce type d'agissement. Typiquement, on va retrouver, par exemple, ce qu'on appelle communément la placardisation au sein d'une institution, d'une association ou d'une entreprise, ou éventuellement des sanctions qui seraient prises en interne à l'encontre de cette personne qui aurait témoigné d'agissements
discriminatoire. S'agissant de la discrimination par association, là, on est sur une notion qui est un petit peu plus complexe, mais en fait, en résumé, c'est une différence de traitement opposée à une personne parce que elle va être associée ou va être en contact avec une personne qui se distingue par l'un des critères prohibés qui ont été évoqués précédemment. Et puis, dernière notion qui peut-être vous parlera davantage, celle d'aménagement raisonnable et qu'on retrouve notamment qu'on retrouve dans le milieu du handicap et par rapport aux discriminations commises en raison du handicap. Enfin, le défaut d'aménagement raisonnable est une discrimination en soi. Et là, je vais vous donner la définition de la Convention internationale des droits de personnes handicapées. Donc, c'est l'article 2. Ce sont les modifications et ajustements nécessaires et appropriés, n'imposant pas de charges disproportionnées ou indues à porter en fonction des besoins dans une situation donnée pour assurer aux personnes handicapées la jouissance ou l'exercice sur la base de l'égalité avec les autres de tous les droits de l'homme et de toutes les libertés fondamentales. Si ça vous intéresse, je pourrais évidemment la joindre au support. Voilà pour l'aménagement raisonnable. Bien évidemment, il existe des différences de traitement et des actions positives qui sont autorisées par la loi. Je les ai évoquées tout à l'heure lorsqu'on a appréhendé la notion de discrimination d'un point de vue juridique. Avant de laisser je suis désolée, Amandine, je présume que s'il y a des questions, tu me les poseras tout de suite. Comme c'était la partie un peu plus technique sur les discriminations, je me permets quand même de poser la question, comme je sais que je peux parler vite et c'est pas forcément facile de m'interrompre. Alors, du coup, puisque tu en parles, il y a une question effectivement pour le moment dans le chat qui est de savoir est-ce que l'on peut opposer la liberté de l'association à choisir ses membres en fonction de son objet. Notamment, l'exemple, c'est une association de jeunes qui n'accepte que des jeunes. Alors, c'est une très bonne question à laquelle il va être compliqué de vous répondre parce qu'effectivement, il y a une liberté le principe, en tout cas juridiquement, c'est qu'il y a cette liberté de contracter, donc de créer une association, puisque c'est ça dont on parle. Elle va quand même trouver sa limite dans les comportements discriminatoires. Il y a une autre notion qu'on peut mettre en perspective avec le fait, par exemple, de demander d'autoriser uniquement des jeunes à adhérer à l'association. C'est celle et je vais la retrouver tout de suite, j'ai un trou de mémoire sur la formulation, mais je ne voudrais pas vous dire de bêtises. En tout cas, c'est celle qui est en lien avec les exigences essentielles et déterminantes. Donc, en fait, c'est quelque chose qu'il faut appréhender. Il faudrait peut-être creuser davantage sur les raisons pour lesquelles on autorise uniquement des jeunes à adhérer à l'association. Est-ce que ça peut être justifié objectivement? Est-ce que c'est quelque chose d'essentiel et déterminant pour l'association? Mais en tout cas, c'est compliqué de vous répondre comme ça sans avoir davantage d'éléments sur ce cas-là. Et puis surtout, je pense qu'il faudrait procéder à une analyse juridique un peu plus poussée. Et cette question de la mise en balance de la liberté d'association et des comportements discriminatoires, c'est un sujet sur lequel se penchent évidemment les sociologues et puis également les juristes et qui, il me semble, mais je vérifierai, n'est pas complètement tranché à ce jour. Donc c'est une question qui est quand même assez complexe. J'espère avoir répondu à la question. Merci. Alors, pour poursuivre, je vais laisser la parole à Anna, qui va davantage se focaliser sur la manière dont les discriminations naissent, par quoi elles sont alimentées et ce sur quoi on doit être vigilant tous à notre échelle, à notre niveau. Finalement, peu importe notre activité, les postes que l'on occupe, etc. Et ce qui permet justement de déconstruire en fait des conceptions qui pourraient, malgré nous parfois, aboutir à des comportements discriminatoires. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Tout le monde m'entend bien? Oui, ça va. Donc, Julie vient de définir juridiquement ce qu'était une discrimination. Donc, maintenant qu'on est au clair sur la notion, la discrimination, c'est un terme qui est assez complexe et qui peut être utilisé en différents champs, donc dans le champ juridique, mais aussi sociologique. La discrimination, ça peut être aussi une discrimination qui est ressentie, même si elle ne rentrera pas dans le cadre juridique et ne sera pas qualifiée comme telle.
Et donc, en fait, pour lutter contre les discriminations, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est d'abord voir comment elles sont construites et sur quoi elles se fondent. Donc, c'est pour ça qu'on va parler des stéréotypes et des préjugés. Les stéréotypes qui sont aussi communément appelés les clichés. En fait, les stéréotypes et les préjugés, on en a tous inconsciemment. Ils nous sont inculqués depuis qu'on est tout petit. Pour donner deux exemples très simples, c'est par exemple dire les Noirs ont le rythme dans la peau ou tout ce qui est blague sur les blondes. C'est des choses qui nous sont répétées depuis qu'on est petit et qui peuvent être intériorisées malgré nous. Donc, pour donner la définition et différencier ce qu'est un stéréotype et un préjugé, un stéréotype, en fait, c'est un ensemble de croyances à propos d'un groupe social. Donc, c'est dire, par exemple, les blondes sont bêtes, par exemple, ou les latinos sont sympas. Et en fait, c'est des croyances qui sont socialement partagées et qui vont, en fait, avoir une prédisposition dans nos comportements et guider, justement, nos opinions, nos croyances. Et ces stéréotypes peuvent être positifs comme négatifs. Et ces préjugés, les préjugés, c'est davantage une prédisposition à agir défavorablement en fonction des stéréotypes qui nous sont inculqués. Donc, c'est dire, par exemple, dans une soirée, je vois une blonde, robe moulante. Le stéréotype, ça va être cette femme est superficielle. Et donc, mon préjugé, ça va être, je vais pas aller la voir parce qu'elle va parler d'elle, etc. Donc ça, c'est des exemples très concrets, peut-être un peu forcés, mais auxquels on peut être soumis. Et en fait, tout ça, c'est le fruit de construction sociale et en fait d'un processus de catégorisation aussi, puisqu'on range en fait les gens dans des cases selon leur apparence ou les critères que Julie a précédemment cités. Et donc, avec le petit tableau que vous avez à droite, pour donner un exemple concret et illustrer ce qu'est un stéréotype, donc on va prendre la catégorie de personnes, les hommes, et on va avoir ce stéréotype disant que les hommes ne sont pas aussi sensibles que les femmes, ils sont moins doux. Et donc, on va peut-être potentiellement être amené à discriminer en refusant d'embaucher un homme comme auxiliaire de crèche parce qu'on va estimer qu'il n'aura pas les prédispositions suffisantes pour exercer ce métier. Et donc, c'est en ça qu'il est important de lutter contre les stéréotypes et les préjugés pour éviter de discriminer. Et comme Julie l'a dit, la discrimination, c'est des fois quelque chose qui est inconscient et involontaire. Donc, c'est pour ça que c'est important que chacun se remette en cause dans ses pratiques et pour éviter d'avoir ce type de comportement. Donc, dans ce qui est noté à gauche, c'est qu'en fait, les discriminations sont les causes, mais aussi les conséquences de ces représentations collectives, parce qu'en fait, on les alimente au fur et à mesure, chaque jour. Et c'est un continuum des rapports sociaux de domination, parce que souvent, ce sont les femmes qui sont discriminées, les personnes racisées, et donc qui alimentent encore ces rapports sociaux de domination. Julie, si tu peux passer à la slide suivante, s'il te plaît. Merci. Et en fait, du coup, il y a ce schéma qui permet de comprendre. Bon, je ne vais pas lister et expliciter toutes les flèches et tous les liens de cause à effet, mais en fait, une inégalité, donc pour qu'on soit bien au clair, parce que des fois, on pourrait confondre ce qu'est une inégalité et une discrimination. Une inégalité, c'est vraiment une situation de fait. C'est une personne qui est handicapée, une personne qui est malade, c'est un âge donné, et en fait, qui peuvent devenir et inspirer, comme c'est écrit, une discrimination en raison du handicap ou de l'âge. Une discrimination, c'est vraiment un acte, c'est un agissement. Et en fait, une inégalité n'est pas nécessairement le résultat d'une discrimination, alors que dans l'autre sens, une discrimination produit nécessairement une inégalité. Et en fait, c'est une sorte de cercle vicieux entre discrimination, stéréotype et inégalité. Donc, c'est pour ça que c'est important de garder l'esprit ouvert et de se poser la question de je regarde au-delà des apparences de cette personne et ne me focalise pas sur la première chose que je vois. Et donc, on rappelle que voilà, la discrimination n'est pas forcément intentionnelle. C'est tout. Est-ce qu'éventuellement, il y a des questions sur ce volet-là? Alors, le temps, je pense qu'on arrive au bout du temps qui nous était imparti. Assez rapidement, moi, j'aimerais simplement évoquer deux choses avec vous qui peuvent vous intéresser. D'une part, l'existence de la plateforme antidiscrimination.fr du Défenseur des droits qui met à disposition des ressources qui permettent de sensibiliser sur les discriminations, de comprendre le phénomène, etc. Donc, ça peut être un
un outil utile. Et par ailleurs, la plateforme antidiscrimination.fr, ce n'est pas que des outils de sensibilisation, mais c'est avant tout en fait une plateforme qui met à disposition un numéro de téléphone et un chat pour permettre aux personnes qui pensent être victimes de discrimination ou qui sont victimes de discrimination ou témoins de discrimination de prendre la tâche de l'institution pour échanger avec un juriste qui va pouvoir en fait accompagner la personne, lui indiquer si éventuellement l'institution peut être compétente pour intervenir ou l'orienter vers des structures qui seront en mesure de l'accompagner si elle ne souhaite pas saisir l'institution ou si tout simplement ça ne relève pas de notre compétence. Voilà. Donc vous trouverez également un annuaire des structures partenaires, des associations notamment partenaires de l'institution qui peuvent accompagner les personnes victimes de discrimination ou témoins de discrimination. Donc ça, c'est la première chose. Je vous montre rapidement voilà, la plateforme. Donc le 3928, le numéro de la plateforme, du numéro de téléphone de la plateforme antidiscrimination.fr. Ça, c'est la page du défenseur des droits sur laquelle vous pouvez consulter l'annuaire. Et encore une fois, c'est très simple parce que vous pouvez faire des recherches par département. Les outils de sensibilisation dont je vous parlais. Et puis, autres outils qui peuvent être aussi utiles. Alors, on n'a pas de rapport ou de guide dédié aux associations, à leur gouvernance, à leur processus d'intégration, etc. En revanche, on a d'autres outils. Et je pense notamment à ce guide Recruter sans discrimination, qui, en fait, est conçu avec sur la base de fiches pratiques vraiment et qui permettent d'accompagner en fait les personnes qui vont recruter. Donc je pense par exemple aux salariés des associations, mais ça peut être tout à fait le cas aussi et ça peut tout à fait permettre de questionner ces pratiques dans le cadre de l'examen de demande d'adhésion, etc. Donc vraiment des fiches pratiques qui donnent une grille de lecture avec des points à vérifier pour s'assurer que les pratiques ne sont pas discriminatoires. Voilà, donc on a tout un ensemble d'outils. Si certains vous intéressent, ou si des sujets plus particulièrement vous intéressent, n'hésitez pas à l'indiquer à Marine Bouteville. On vous communiquera les liens. En tout cas, voilà, plateforme antidiscrimination.fr plus guide au rapport du défenseur que vous pouvez trouver en ligne. Je pense que ce sont des ressources qui sont intéressantes à exploiter pour questionner ces pratiques au quotidien. Voilà. Merci beaucoup, Julie. Si jamais vous avez des questions qui vous viennent après cette intervention de Julie, n'hésitez pas à la poser dans le chat, elle y répondra. Pour poursuivre ce webinaire, je vais laisser la parole à Sarah Bilot, donc, qui va vous présenter. Julie vient de vous parler d'outils à disposition pour vraiment concentrer sur les discriminations. Là, du coup, on vous propose de vous présenter un outil vraiment centré sur l'interrelation de ces pratiques associatives. Sarah, est-ce que tu es là? Je suis là. Est-ce Formidable. on m'entend? Oui, a On priori. t'entend très bien. Alors, bien, bonjour à toutes et à tous. Est-ce que tu as mon diapo? Ah, parfait, trop bien. Je te ferai des petits signes. Ça marche. Si ça vous va. Donc moi, je suis Sarah, je suis la déléguée générale d'AnimaFac, qui est un réseau d'asso étudiantes. Et dans ce cadre-là, je suis administratrice du mouvement associatif et membre de la commission engagement. Cette commission engagement, au niveau du mouvement associatif national, elle a pour but de réfléchir et d'agir ensemble pour qu'on puisse réfléchir aux modalités d'engagement, comment est-ce qu'on fait pour travailler sur la question de la gouvernance de nos assos, quels outils est-ce qu'on produit pour les assos au niveau national, etc. Dans ce cadre-là, en 2020, avec France Bénévolat, le mouvement associatif s'est penché sur la création d'un outil qui permettrait de se questionner sur la notion de l'inclusion au sein de nos associations et la notion de l'inclusion au sens extrêmement large. C'est-à-dire pas que sur les questions de genre, mais sur les questions d'âge, sur les questions d'accessibilité aux personnes en situation de handicap, etc. J'aimerais bien que tu passes la slide suivante, s'il te plaît. Pourquoi on s'est basé sur cette question-là? Parce que nos assos, par nature, elles ne sont pas inclusives. Il y avait une question dans le chat sur les assos de jeunes et c'est assez représentatif de nos fonctionnements. Globalement, nos assos, elles sont souvent très thématiques. Mais on le sait, et je pense que vous en êtes
tous et toutes conscients, si vous êtes là aujourd'hui, les modalités d'engagement des individus varient en fonction de leur origine sociale, de la capacité d'accéder à des assos, de la capacité d'avoir le temps aussi, de pouvoir s'engager dans l'association, voilà. De fait, moi, Associatif et France Bénévolat se sont questionnés sur comment est-ce que on pouvait éviter de renforcer ces inégalités. Par exemple, on a plusieurs études qui sont sorties, notamment par Recherche et Solidarité, qui montrent que la gouvernance des associations, mais c'est ce que disait, je l'ai dit tout à l'heure, la gouvernance est beaucoup plus détenue par des hommes que par des femmes, mais parce que on a aussi un plafond de verre à briser. Donc, comment est-ce qu'on accompagne les femmes à prendre leur place, les jeunes à prendre leur place, les minorités de genre à prendre leur place, etc. Et on a un vrai enjeu à notamment travailler aussi sur comment on permet à des bénévoles d'accéder à des fonctions et de les accompagner dans la montée en compétences. Et là, c'est plutôt Marine qui vous en parlera un peu plus tard, spécifiquement autour de ça. On a aussi des choses qui sont pas du tout posées, souvent dans nos statuts, dans la manière dont on va penser. La question de la parité, elle est peu posée. La question de la lutte contre l'homophobie est peu posée. La question de la lutte contre le racisme est peu posée. Et on le sait. Et je crois que l'intervenante précédente vous le disait, mais dans les paroles, dans ce qui est indiqué dans des assos, on a des stéréotypes qui ressortent beaucoup et sur lesquels on travaille assez peu finalement. Je veux bien que tu passes à la slide suivante, s'il te plaît. Et du coup, le mouvement asso s'est posé la question de ce qu'on va considérer comme une asso inclusive, c'est-à-dire qu'elle peut être incluse dans le périmètre de son projet. Pardon. Comment est-ce qu'on fait pour que ces assos soient ouvertes à l'ensemble des personnes qui souhaitent s'engager dans le projet associatif? Comment est-ce qu'on diversifie nos pratiques collectives pour l'adapter à différents types de bénévoles? Et comment est-ce qu'on fait aussi, et ça c'est un vrai enjeu du monde associatif, et on voit que depuis plusieurs années, il y a de chouettes pratiques qui émergent sur comment est-ce qu'on travaille à s'adresser un peu plus aux personnes qui sont les plus éloignées des démarches d'engagement, comme on fait pour faire plus d'aller vers que de juste je propose. Et sur la slide suivante, juste que je vous présente ces outils spécifiquement. L'Inclusive Score, il a pour but de pouvoir nous questionner sur notre projet associatif, notre gouvernance autour des questions d'inclusion. En gros, c'est pas un outil qui va donner toutes les réponses. C'est un outil qui va permettre de se questionner et de permettre aux différentes parties prenantes de l'asso de se questionner. Ça peut être les dirigeants et les dirigeantes, certains bénévoles qui sont intéressés, les salariés s'il y en a, etc. Voire des bénéficiaires aussi, le public de nos assos. Et donc, c'est un premier outil qui permet ensuite d'aller plus loin et d'ouvrir le débat. Et je veux bien la slide suivante. L'Inclusive Score, il se compose en gros, il y a 22 questions. Ça peut prendre, pour l'avoir fait dans plusieurs assos, ça peut aller très vite, comme en 10-15 minutes, comme ça peut prendre beaucoup de temps si on le fait en collectif. Il est en 3 parties. Il y a un regard qui est plutôt sur le projet asso, un regard qui est plutôt sur l'ouverture à tous et à toutes, et un regard qui est plutôt sur la gouvernance. Et on va avoir un espèce de score. Donc, en fait, le principe, c'est de répondre assez franchement. Je vous montrerai juste après. Je vous donnerai un exemple de question juste après. Mais c'est de répondre le plus franchement possible pour avoir un score. Et ce score va vous permettre de vous situer par rapport à là où vous êtes plutôt bon ou là où il y a peut-être besoin de travailler. Et du coup, la slide suivante, elle vous montre un petit peu à quoi ça ressemble à la fin. Alors, j'ai oublié une des slides. Je veux bien que tu viennes juste un peu en arrière. Ça, j'explique et après, je laisse. Excuse-moi, Marine.
En gros, on va avoir un score à la fin qui vous permet aussi de voir par rapport à la moyenne de l'ensemble des associations. Euh, T'embête pas, c'est moi qui ai pas mis la Ok, bonne salle ça sur le marche. doc. Désolée. Euh, En fait, on va avoir un score à la fin qui va vous permettre de vous situer par rapport aux autres associations. Alors, personne n'est parfait et parfaite. Le principe, c'est vraiment de se dire sur quoi est-ce que j'ai besoin de travailler? Est-ce que c'est plutôt sur l'ouverture de mon projet? Est-ce que c'est plutôt sur la question de ma gouvernance? Euh, est-ce que c'est plutôt sur l'accompagnement des structures? Et une fois qu'on a un peu ce score-là, et là, ça y est, c'est bon, la feuille d'après devrait être cohérente, Marine. Euh, on a tout un panel de ressources créées par les assos sur les différentes thématiques, sur le projet, l'ouverture à tous et à toutes et sur la gouvernance, qui vous permettent, et qui ont été créées par plein d'assos différentes, qui vous permettent d'aller vous questionner peut-être sur comment est-ce qu'on accueille des volontaires en service civique en situation de handicap. Si vous voulez vous intéresser à la question du genre, il y a Coordination Sud qui a créé un outil. Euh, Bref, on a toute une liste de ressources qui sont mises à jour régulièrement. Et si jamais vous en avez créé, n'hésitez pas à les transmettre au mouvement asso pour qu'elles puissent être intégrées et pour pouvoir venir se questionner collectivement autour de ça. L'Inclusive Score, en gros, c'est véritablement un premier outil pour permettre de mettre autour de la table, notamment quand on le fait en collectif, euh, plusieurs parties prenantes et de pouvoir faire un état des lieux qui permette de définir un, un temps de travail sur la suite pour voir là où on veut aller, comment est-ce qu'on veut avancer et comment est-ce qu'on fait pour être les plus cohérent possible quand on agit pour l'intérêt général et que le principe associatif, c'est de permettre à tous et à toutes de s'engager, quelles que soient nos thématiques, notre genre, notre âge, etc. Voilà, pour vous faire une présentation rapide de ce que c'est l'Inclusive Score. Je vous remettrai dans le chat le lien vers le site euh, si vous voulez aller voir à quoi ça ressemble. Merci beaucoup, Sarah, pour cette présentation. N'hésitez pas si vous avez des questions. Pour terminer ce webinaire, un mot sur la formation des bénévoles. Sarah en a un peu parlé. En Nouvelle-Aquitaine, le mouvement associatif Nouvelle-Aquitaine porte un outil qui s'appelle le portail régional de formation des bénévoles. Et sur ce portail-là, en fait, vous pourrez retrouver plein de formations qui sont mises à disposition de tous les bénévoles et toutes les bénévoles de la région et même d'ailleurs. Je vous ai sorti 3 formations qui sont proposées sur le portail et qui sont dans la thématique. Donc, en fait, aujourd'hui, on voulait vous présenter, enfin, que vous puissiez identifier un peu ce que c'est une discrimination, un stéréotype, etc. Sarah vous parle un peu d'un outil plus précis pour que vous pouvez ramener dans vos associations, enfin amener dans vos associations et pour vous interroger. Et en fait, moi, ce que je voulais vous présenter, c'est plus la nécessité d'intégrer des formations qui sont ouvertes à tout le monde pour pouvoir aller encore plus loin sur ce sujet de l'inclusivité dans son association. Donc, par exemple, elle est passée, mais le 15 juin dernier, la mairie de Messac, donc en Corrèze, proposait non, pardon, c'est pas la mairie de Messac, ça n'apparaît pas, c'était la Ligue de l'enseignement, la FAL 19, qui proposait une formation plutôt autour du coup des discriminations de genre. Et dans la descriptive de la formation, donc vous pouvez voir que c'est vraiment spécifique aux assos, cette thématique-là. Pourquoi les femmes font des tartes et les hommes tiennent la buvette lors d'événements associatifs. Donc cette formation, elle a été proposée vraiment plutôt sur les discriminations de genre. Une deuxième formation à venir proposée par APF, France Handicap, à Bordeaux le 3 juillet. Donc là, plutôt une formation qui permet de découvrir les différents handicaps pour une meilleure approche des différences dans une société inclusive. Donc là, c'est pas forcément spécifique aux associations, mais ça permet évidemment de s'interroger sur comment est-ce que dans mon association, je vais pouvoir accueillir des personnes en situation de handicap, pas forcément dans de l'accueil, enfin dans l'objet de l'association qui doit accueillir des personnes handicapées, mais plutôt si en fait dans ma gouvernance je veux être plus inclusif, comment est-ce que on peut accueillir des personnes en situation de handicap. Et puis une troisième formation le 29 juillet à Célette en Charente, là plutôt sur les discriminations autour de l'âge. La formation, elle a pour objectif de permettre à tout le monde, peu importe son âge, de pouvoir s'engager sans distinction d'âge. Donc là, 3 formations, le
trois discriminations, le genre, le handicap et l'âge. Tout ça pour vous dire que sur le portail, régulièrement, donc là vous voyez, il y en a une qui est passée il n'y a pas très longtemps, deux à venir très bientôt dans le mois qui suit, juste vous dire que vous pouvez régulièrement aller consulter le portail et regarder un peu ce qui s'y trouve pour pouvoir vous former sur le sujet et même encore sur d'autres sujets. Voilà pour la partie formation des bénévoles. On arrive au terme de nos interventions. Je tenais quand même à remercier donc, Julie Gézéquel et Anna Solagroup qui nous a quittés, qui est toujours là, du Défenseur des droits pour leur intervention. Sarah Bilot, évidemment, du mouvement associatif qui représente, d'Animafal qui représente le mouvement associatif pour sa présentation de l'Inclusiscore. Et puis Amandine Méran qui s'est chargée de la logistique en sous-marin de l'animation des échanges. Et puis toutes et tous qui êtes encore présentes pour votre participation.